c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, à quel point la masturbation est une pratique extrêmement courante chez les femmes aînées. Mais D'accord. les hommes hétérosexuels, ne vivent pas d'agisme, bien au contraire. J'ai été surprise aussi de voir, le nombre de personnes et de femmes aînées qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur jeunesse. Heu, Bonjour, bienvenue dans Sexologiquement Vôtre, le podcast de l'ATSF. L'ATSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexofonctionnelle, qui est un type d'approche sexologique. Dans ce podcast, nous interviewons des professionnels de tout horizon, dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast, aider les sexothérapeutes, les sexologues et les autres professionnels de santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. Je suis Audrey et aujourd'hui je reçois Isabelle Valac depuis le Québec. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et professeur agrégé du département de sexologie de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est exactement. Comme Félix Dussault que j'ai reçu, dans le podcast, le mois dernier, en fait, il se trouve aussi à l'UQAM, avec vous et on l'avait vu sur, les sexualités plurielles. Avec vous aujourd'hui, on va, plutôt, se tourner vers, la sexualité de nos aînés et je voulais savoir déjà, qu'est-ce que vous enseignez au département de sexologie, en fait? Bah, j'enseigne justement, des cours qui sont, liés à la question du vieillissement. Donc, j'enseigne un cours, on a un certificat en études critiques des sexualités, puis là, j'enseigne un cours sur, sexualité, genre et vieillissement. Puis j'enseigne aussi un cours pour, le baccalauréat qui est l'équivalent de la licence en France. Au fond, la sexualité de l'adulte, de l'âge moyen, à la fin de vie. Voilà, donc c'est ce que j'enseigne, principalement. J'ai déjà enseigné un séminaire, sur les questions de sexualité, deuil et mort, il y a déjà quelques années. Et puis, par le passé, il y a très longtemps, j'ai enseigné des cours sur les questions de culture, et sexualité, ethnicité, mais maintenant je suis vraiment concentrée exclusivement sur les questions reliées au vieillissement. Plutôt lié au vieillissement et moi je vous ai découverte grâce au livre Sexualité et conjugalité en contexte de vieillissement dont vous êtes une des autrices, hein. Il y a plusieurs autrices avec vous et Bah, en fait, on est, je suis la 1re, codirectrice de l'ouvrage, donc on est 3 directrices de cet ouvrage collectif qui, au fond, visait, avant tout à diffuser des résultats de recherche, principalement, menés au Québec, donc c'est des recherches empiriques. Alors, voilà, on est finalement pas très nombreux, nombreuses à explorer cette question-là au Québec. Alors c'est un ouvrage un peu, précurseur, si on peut dire. Puis on espère que ça fera des petits, qu'il y en aura peut-être d'autres ou que ça va inspirer, d'autres personnes à travailler sur ces questions-là autour de la vie intime, des personnes aînées. dites-moi quelles sont les principales, rumeurs ou en tout cas préjugés que vos études, ont aidé à démonter notamment? Je dirais que la le 1er, le principal préjugé, ça concerne, de façon générale l'idée que les personnes âgées seraient asexuelles, qu'elles seraient désintéressées de la sexualité, qu'elles ne seraient pas actives, sexuellement, qu'elles auraient ou alors peu actives. Il y a aussi, des préjugés quant aux raisons qui pourraient expliquer cette, forme d'asexualité. Il y a des préjugés sur comment ça se manifeste, il y a des préjugés, aussi sur j'ai envie de dire sur le type de relation dans lequel, ça peut s'inscrire, une sexualité à un âge avancé. Donc, c'est sûr qu'il y a si on parle un peu sur, si on part sur la question de l'origine, de ce préjugé central là, sur l'idée d'une asexualité, on pourrait dire que, bah, d'abord, il y a la j'ai envie de dire la catégorisation des personnes âgées comme étant à part dans la société. C'est avant tout fondé quand même sur l'agisme, les préjugés, les stéréotypes, la discrimination qu'il peut y avoir envers les personnes âgées. Donc, Et donc on qu'on a commence d'ailleurs, les personnes, nos aînés, pour vous, c'est à partir de 65 ans, 60 ans, ce serait quoi? alors c'est variable, dans le sens où, les femmes, vont souvent subir ce que moi j'appellerais donc cette désexualisation, donc ce processus, où on a tendance à attribuer aux personnes, vieillissantes une étiquette de personne asexuelle. Les femmes, ça commence plus tôt.
souvent dès la ménopause, ça peut commencer déjà un petit peu à arriver. Ben, on le voit dans le milieu du cinéma, hein, certaines actrices qui sont Ouais, mais le milieu du cinéma est un milieu à part. Je pense que dans la vraie vie, dans la société en général, c'est ça. Je pense que ça touche, beaucoup les femmes, donc à un âge en tout cas plus précoce que les hommes. Ça dépend des personnes, le vieillissement, c'est quelque chose de bon, vous savez, peut-être, je sais plus si vous l'avez mentionné, mais moi, je suis anthropologue de formation, donc j'allais dire le vieillissement, c'est quelque chose qui est avant tout construit socialement, culturellement. Donc selon les sociétés, ça commence à un âge plus ou moins jeune. On peut parler de 60 ans, on peut parler de 65 ans. En même temps, souvent l'idée de considérer une personne comme étant âgée, on se base sur les apparences. Donc quelqu'un qui aura l'air plus jeune, même si elle a 65-70 ans, on va peut-être pas la considérer comme une aînée. Il pourrait y avoir des personnes plus jeunes qui auront l'air un peu plus âgées ou qui auront des problèmes de santé, puis elles, on va les mettre dans la catégorie d'aînés. Donc, pour répondre à cette question-là. Puis bon, si on revient à la question du ce préjugé concernant une supposée asexualité des personnes vieillissantes âgées, Hem, c'est beaucoup lié à nos associations. Qu'est-ce qu'on associe à la sexualité? On a tendance à associer, bah, la jeunesse, la reproduction, la beauté. C'est sûr que les personnes aînées, par exemple, vont et en particulier les femmes aînées, vont pas correspondre, aux standards de beauté, aux idéaux de beauté prédominants. Il y a beaucoup plus de pression d'ailleurs envers, les femmes, aînées à avoir l'air, éternellement jeune, avoir une apparence, soignée, séduisante, tardivement. Puis si au fond, si elles y arrivent pas, ben, ça contribue à faire qu'elles deviennent un peu invisibles, en fait. On considère qu'elles sont, moins attirantes, donc ça contribue à les désexualiser. Après, il y a toute la question de la santé, évidemment. Dès qu'il y a un peu mmh une perte d'autonomie, des problèmes de santé, les gens sont vus comme moins sexuels. Et puis cette question-là de la procréation, c'est vrai que même si on n'est plus dans une société où l'objectif premier de la sexualité, c'est de faire des enfants, il n'en demeure pas moins que c'est considéré comme un but, peut-être un peu plus légitime ou ce qui est un peu plus la norme. Puis, à partir du moment où les personnes ne sont plus en âge de procréer, bah, déjà ça contribue à à les sortir un peu de cette image de personnes, qui sont actives sexuellement. Donc il y a ça, c'est un peu les causes. Il y en a d'autres, mais disons que ça fait un petit peu le tour peut-être des principales. Il y a aussi, l'association avec, certains rôles sociaux comme, le fait de devenir grand-parent. Souvent on a moins tendance à imaginer que des grands-parents peuvent, être des personnes, très actives sexuellement. Sexuellement active, oui. J'étais ravie de lire, une étude, qui mettait vraiment à sa place les populations gays et lesbiennes, mais vous parliez de la difficulté à trouver ces populations-là et en fait, notamment, lorsque vous êtes dans la méthodologie, hein. Je Oui, lisais que ça pouvait être délicat de les trouver. mais en fait, paradoxalement, ça dépend. C'est-à-dire que moi j'ai eu 2 projets parallèles, il y a quelques années. Un qui s'intéressait plutôt à certains aspects de la sexualité, des hommes, âgés, hétérosexuels et gays. Puis une autre étude qui portait plutôt sur la vie intime, le rapport à l'apparence, des femmes aînées, hétérosexuelles et lesbiennes. Puis autant ça a été, finalement plus facile dans l'étude sur les hommes, aînés. Ça a été plus facile de recruter des hommes gays que, des hommes hétérosexuels. Là, c'était une population à partir de 65 ans. Donc les hommes gays, finalement, étaient beaucoup plus, prêts et intéressés à partager leur expérience, à se livrer, à raconter leur histoire. Par contre, dans le projet sur les femmes, ça a été extrêmement difficile de trouver des femmes lesbiennes qui étaient prêtes à témoigner, qui étaient prêtes à participer à une entrevue. Ça a été, vraiment très difficile. Puis à l'heure actuelle, je mène un nouveau projet en fait, auprès, qui est encore plus spécifiquement sur la question de la sexualité, des femmes, aînées. Avec une approche particulière, je pourrais développer si ça vous intéresse plus tard, mais une approche qu'on appelle le photo-voix, où on fait prendre des photos aux personnes elles-mêmes pour qu'elles, qui sert en fait de point de départ pour partager leur expérience. Mais bref, pour ce projet-là, on a eu à nouveau beaucoup plus de difficultés, à recruter, des participantes, aînées lesbiennes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, il y a comme une double, au fond une double stigmatisation et une double invisibilité,
finalement, des femmes aînées qui, sont lesbiennes. Je pense qu'elles ont été encore plus, marginalisées finalement et peut-être encore plus stigmatisées, que les hommes gays. Donc en tout cas au Québec. J'avoue que je suis moins au courant Oui, de. parce que je connais pas forcément l'histoire de l'homosexualité au Québec, non plus mais c'est vrai que du coup, si on est sur des personnes aînées, on est sur la sexualité d'il y a 40 ans quoi, à peu près. Voire, 40, 50, ou 60 ans en arrière, pour le début de leur découverte de leur Oui, homosexualité. tout Donc à fait. peut-être Oui, effectivement oui, oui. que Oui, oui. Hem, oui, c'est sûr, c'est-à-dire qu'au Québec, le fait d'avoir des relations avec, quelqu'un, de même genre était enfin, je veux dire, l'homosexualité a été pendant longtemps, à la fois pathologisée, donc c'était vraiment considéré comme une maladie. Ça a été criminalisé pendant très longtemps. Et puis c'était stigmatisé dans la société. Ce qu'il y a de particulier au Québec qui est peut-être différent de la France, c'est, l'emprise de le poids de l'Église, en fait. L'emprise de l'Église catholique sur la société, jusqu'à la période de la Révolution tranquille, donc dans la fin des années 60. Donc c'est sûr que ça a marqué toute une génération de personnes, plus âgées qui, au fond, ont vraiment dû vivre leur sexualité et leur homosexualité hem, dans le silence, en étant, vraiment en se cachant et qui ont tendance, comme on dit, un peu à retourner dans le placard. Par exemple, quand elles vont dans des résidences pour personnes âgées ou ce qu'on appelle ici les CHSLD, donc les centres d'hébergement et de soins de longue durée, qui ressemblent un peu aux EHPAD en France. Donc c'est des personnes qui peuvent être vraiment très mal à l'aise, en fait, en raison des expériences de discrimination, de stigmatisation qu'elles ont pu vivre dans le système de santé notamment. Elles peuvent, être très craintives à l'idée de dévoiler leur orientation sexuelle en étant plus âgées, et encore plus de vivre ouvertement finalement leur vie, conjugale ou relationnelle, sexuelle, dans ces milieux-là. Parce qu'elles ont vraiment peur d'être à nouveau, de stigmatisé, maltraitées, effectivement. Donc là, c'est stigmatisées. lié à l'histoire effectivement du pays avec, donc vous me disiez la présence de l'Église peut-être plus forte qu'en Oui. France, pendant plusieurs années. Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. J'ai aimé un passage, du livre alors sur la les critères de sélection et d'attractivité de nos aînées québécoises. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la phrase de Francine qui vous dit qu'en vieillissant, on voit plus avec les yeux du cœur. Alors j'ai trouvé ça magnifique, ça mériterait le titre d'un livre ou quelque chose comme ça, je trouve ça sublime et je voulais vous savoir quels sont les critères, des choix de partenaire d'une personne au-delà de 65 ans du coup? Alors pour les femmes, parce que je pourrais pas vous répondre pour les hommes, ça c'était une étude seulement, sur les femmes. Hem, mais en fait, alors c'est intéressant de voir que c'est la phrase qui vous a, interpellée parce que oui, c'est beau, mais c'est aussi ce à quoi on s'attend au fond, des personnes âgées. Puis, moi dans cette étude-là, ce qui m'a frappée, c'est que ce n'était pas du tout toujours le cas. Puis c'était un petit peu mon objectif aussi de le faire ressortir, c'est-à-dire que, hem oui, c'est-à-dire que tout ce qui est, relationnel, partage de valeurs communes, complicité, c'est des éléments qui peuvent être importants, mais c'est pas uniquement ça qui va faire que les femmes vont être attirées ou vont choisir, ou en tout cas rechercher certains profils de partenaires. Donc c'est ça, c'était une étude qui était faite auprès de femmes, à la fois hétérosexuelles et lesbiennes, auprès de 25 femmes de 65 ans et plus. Hem, puis je dirais que pour moi, ce qui était, inattendu peut-être, c'était de voir à quel point les questions liées à l'apparence, ça pouvait être très important. Les critères liés à l'apparence, donc les questions de beauté, après il y avait des enjeux aussi autour des associations, avec le genre, dans le sens où, par exemple, les femmes hétérosexuelles avaient certains critères en tête qui pouvaient, pour elles, être associés à la masculinité. Par exemple, des hommes qui pouvaient être grands, des hommes qui pouvaient avoir, je sais pas moi, de la Des barbe. grandes mains, de la barbe, oui, j'ai vu Oui, des critères de exactement. pilosité masculiniste Oui, et puis à l'inverse, de la féminité recherchée, par les femmes chez les femmes, lesbiennes, comme les ronds-poils, lesbiennes. heu,
Donc donc ça, ça jouait beaucoup. La question de la présentation de soi, que les personnes C'est ça, soient j'ai lu qu'elle mettait plus de confiantes en elles. critères au charme et à la comment? Aux soins que dégageait la personne et au fait d'être soigné, d'être propre, d'avoir une hygiène irréprochable et cetera, beaucoup plus que finalement sur des critères vraiment fins de beauté. Heu, oui, mais la question de la beauté était quand même ce qui ressortait, un petit peu, enfin ça ressortait beaucoup. Mais c'est sûr que la question du charme était, le regard, la sensualité, c'était des éléments aussi qui étaient certainement vraiment importants. Hem Après, comme je disais, il y avait aussi tout le la question du partage, la recherche de certains traits de personnalité, du partage d'intérêts communs, de valeurs. Ça aussi, c'était des éléments qui pouvaient, rentrer en ligne de compte. Hem, c'est ça. Donc disons qu'il y a un équilibre entre des éléments qui sont plus physiques, au fond, liés à l'apparence, au charme, à la sensualité, hem par rapport à des critères qui seraient plus autour d'une façon d'être finalement. Puis, il y a la question aussi de la santé, de l'énergie, de l'âge aussi. Puis là, on voyait aussi une différence, par exemple, entre les femmes hétérosexuelles qui allaient rechercher des partenaires, qui étaient peut-être pas à l'aise d'avoir des partenaires plus jeunes parce qu'elles avaient peur elles-mêmes d'être victimes, au fond, d'agisme, de discrimination à un moment donné. Hem, heu, Alors que pour les femmes lesbiennes, il y avait peut-être un intérêt à avoir, au contraire, des partenaires qui seraient, du même âge ou un petit peu plus jeunes. Donc là, c'était aussi quelque chose qui pouvait être différent. Et puis bon, la question d'avoir quelqu'un qui est énergique, qui fait des activités, on n'est pas Oui, c'est loin de ça, la quelles sont question. leurs attentes en fait? Elles cherchent un partenaire pour, partager, des bons moments, des activités, des voyages Oui, et oui, oui. notamment dans les critères, vous disiez que, du coup, vous étiez basé sur, le capital érotique selon Hakim, mais Mmh. que notamment la part, de la sexualité, donc les compétences sexuelles, l'imaginaire érotique ou la capacité à satisfaire sexuellement ses partenaires était peut-être absent plutôt des critères féminins visiblement. Beh, oui, c'était le seul finalement, il y avait 6 critères, chez Hakim, puis qui sont à peu près tous ceux que j'ai nommés, sauf, C'est ça? bah, celui qu'il y avait en plus dans la théorie du capital érotique, enfin ce concept-là, c'était tout ce qui était autour de la sexualité. Alors après, je ne sais pas si c'est aussi, le fait de De ne la pas être pudeur? de la pudeur. Je veux dire, à OK. mon avis, i il est tout à fait probable que ce soit quelque chose qui soit important aussi, mais elles vont pas forcément le nommer. À un certain âge, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine retenue liée à l'éducation que les femmes peuvent avoir reçue. Hem, En même temps, c'est quelque chose qui est considéré comme important, aussi. Puis je m'en rends compte avec ma recherche actuelle aussi. Plus de sexologue en tout cas et je ne sais pas si c'est le cas pour mes collègues, et auditeurs, qui vont nous écouter, mais moi, il est vrai que je reçois, des personnes âgées seniors, oui, mais hommes la plupart du temps et j'ai très peu de femmes qui viennent me consulter pour de la sexologie ou alors elles viennent accompagnées du conjoint et dans ces cas-là, c'est une demande conjointe du couple. Mais c'est vrai que des femmes qui font la démarche, de venir me consulter en sexologie, Heu, parmi nos aînés, je n'en vois pas beaucoup non plus. Donc est-ce qu'effectivement c'est de la pudeur ou un désintérêt? Bah, je C'est pense pour pas que ça. ce soit dans je pense que c'est pas la même chose dans le sens, hem, rentrer dans des éléments plus intimes avec une chercheure dans le cadre d'une recherche, c'est pas la même chose que d'aller consulter, à mon sens. Même si je Mmh. suis pas clinicienne pour ma part, mais moi, j'y vois plutôt, la question des normes sexuelles, c'est-à-dire, un petit peu des normes sexuelles genrées, où on ne s'attend pas, à ce que des femmes, soient proactives au niveau de la sexualité. On ne s'attend pas à ce qu'elles aient un intérêt pour la sexualité, où elles sont supposées être passives, être, un objet de désir et non pas être un sujet actif de désir qui prend pleinement en main, sa sexualité. Hem, D'autant plus chez des femmes âgées qui ont peut-être eu une éducation sexuelle, plus conservatrice. C'est sûr que c'est différent, je pense, de la génération, beaucoup plus jeune là, mais je suis pas du tout surprise en fait, que de ce que vous dites. Puis, hem, je vois dans la nouvelle recherche que je mène,
donc ça se passait en groupe. C'était un groupe fermé qui se poursuivait sur, 5-6 rencontres, et quelque chose qui est ressorti dans les 2 groupes. Donc un groupe était constitué de femmes aînées lesbiennes, puis un autre groupe des femmes aînées hétérosexuelles. Dans mes 2 groupes, ce qui ressortait beaucoup, c'est à quel point elles ont apprécié de participer à ce groupe parce que ça venait briser, le tabou et le silence. C'est-à-dire elles rapportaient toutes à quel point elles n'avaient pas d'espace pour discuter, pour échanger, pour partager sur la sexualité, que c'est quelque chose dont elles ne parlaient pas et ça leur a fait un bien fou, d'avoir la possibilité, de s'exprimer à ce sujet, de S'exprimer. de Mmh. partager leur vécu et il y avait un vrai besoin, un criant, là, d'avoir du soutien parce qu'elles sont pas à l'aise au fond, enfin on leur a pas enseigné qu'elles avaient le droit de discuter de ça. Je veux dire, c'est des discussions, à mon sens, avec ma lunette un peu plus, sociologique, ça fait partie de la masculinité que parler de sa virilité, de ses conquêtes sexuelles et cetera. Les femmes, parler de sexualité, c'est quelque chose qui est mal perçu parce qu'il y a tout le stigmate associé, aux femmes qui seraient trop axées sur la sexualité, donc c'est plus délicat, puis à nouveau, encore plus pour une génération plus âgée. D'accord. Effectivement, hein, on ne regarde, que, par, par nos biais aussi, hein. Donc moi, mes biais de thérapeute, j'ai, l'écho, des hommes que je reçois, hein, qui sont, parfois, encore, mariés avec des épouses qui n'ont plus ou qui ne veulent plus de sexualité, en tout cas ce qu'elles disent à leur mari et je ne vois pas les femmes qui vont bien parce que, certains ont, la chance, d'avoir certaines maîtresses, de leurs âges aussi qui sont très demandeuses ou en tout cas, très complaisantes et et qu'elles et qu'elles, elles ne consultent pas parce qu'elles vont justement bien. Donc on a aussi, les 2 extrêmes, peut-être, de celles qui ne se présentent pas donc mais voilà. C'était le fait que ça soit absent, cette mention du capital érotique, notamment la Oui. sexualité, dans votre recherche qui m'a fait, poser cette question-là. Bah oui, tout à fait, moi aussi ça m'a interpellée effectivement. Et il y a la recherche du coup que vous avez faite sur, les hommes, hein, donc vous vous êtes centré exclusivement, sur, hem, l'intimité et la sexualité, mais vous aviez aussi la recherche conjointe avec, les troubles érectiles et la saxopharmacologie? Donc du coup, est-ce que les hommes qui sont rentrés dans l'étude étaient quand même, plus spécifiquement avec des tendances à avoir des troubles érectiles ou pas forcément du coup? Alors en fait, moi mon critère de recrutement, c'était qu'ils aient utilisé au moins une fois un médicament pour favoriser l'érection. Hem Et en fin de compte, ce qui ressortait de la recherche pour le versant, utilisation des produits sexopharmaceutiques, hem, ce qui ressortait davantage, c'est que chez les gays, il y avait, une tendance à utiliser ces médicaments, pour un plaisir un peu, récréatif ou exploratoire. Donc c'était pas nécessairement parce qu'ils avaient des troubles érectiles. Ça pouvait D'accord. être au contraire pour augmenter, leur capacité érectile, avoir des érections beaucoup plus longtemps, donc c'est quelque chose, comme je dis, un peu de Ou plus récréatif. facilement lorsqu'ils fréquentent, vous disiez, certains lieux dédiés, donc effectivement, il faut que ça puisse, pour que la machine se remette en route plus rapidement, par exemple. Oui, ou vraiment que ça dure très, très, très longtemps, plus que la normale, c'est ça, mais bon, puis après il y avait le profil de ceux qui, soit hétérosexuels, soit gays, avaient recours à ces produits parce que justement ils avaient des troubles érectiles, effectivement. Hem, c'est ça. Donc c'était un peu le critère, mais c'est pour dire que du coup, c'était assez variable dans la population que j'ai eue puisque tout le monde n'était pas concerné par les troubles érectiles. Je j'ai noté que vous parlez de pratiques, libérales plus marginales, notamment pour les milieux gays, hein, en l'occurrence, tels que le BDSM ou, la fréquentation de lieux dédiés, donc des saunas ou des clubs libertins, j'imagine. Vous les dites plus inclusifs et peut-être moins dans l'agisme, justement? Alors écoutez, c'est sûr que moi je me base sur un faible échantillon, mais c'est quand même quelque chose qui est documenté ailleurs, mais à nouveau, là aussi le ailleurs reste un très, très petit nombre d'études, hein, sur ces questions-là. En tout cas quand on inclut la question du vieillissement.
Mais effectivement, il semblerait que les milieux, ici qu'on nomme, milieux queer ou, BDSM sont apparemment vont au contraire valoriser, les hommes gays, enfin les hommes plus âgés finalement. J'imagine que c'est lié au rôle, qu'ils jouent en fait dans ce contexte-là. Après honnêtement, je suis vraiment pas une experte, de cette question-là, donc je m'aventurerai pas trop, mais i il semblait parce que dans la mesure où dans la communauté gay ou dans les communautés gays en général, il y a vraiment une tendance prédominante à l'agisme. En fait, chez les hommes gays, je pense que on est vieux à 30 ans quasiment, donc à 60, on n'imagine même pas. Ça commence très, très, très tôt pour être étiqueté comme étant vieux et donc ça amène beaucoup d'expériences d'exclusion sexuelle, de difficultés à trouver des partenaires. Moi, j'ai vu comment j'avais fait, c'est ça, dans cette recherche notamment, hem, la nécessité parfois d'être obligé de payer, des partenaires, d'avoir, un service, sexuel, rémunéré pour pouvoir, avoir, une vie sexuelle. Donc c'est très difficile, il y a beaucoup d'agistes, beaucoup d'exigences sexuelles liées à l'âge, au vieillissement, en général dans le milieu gay. Donc je pense que là, c'est quelque chose qui est apprécié, évidemment quand c'est pas le cas, puis qui a été rapporté par mes participants, mais c'était pas l'objectif de mon étude d'explorer en profondeur cette question-là de la dynamique de ces milieux-là, donc je pourrais pas vous en parler de façon plus approfondie par contre. Je comprends, mais par contre, c'était intéressant de voir qu'à cet endroit-là, justement, l'âge était pas un défaut, mais au contraire, apprécié et recherché. Tout à fait. Et je voulais savoir si éventuellement, dans ce qui avait été dit, par les personnes hétérosexuelles, comment elles trouvaient un endroit où, leur âge était aussi apprécié et recherché? Pour les hommes hétérosexuels? Hein, Parce que les hommes hétérosexuels, ils n'ont pas ce problème. Les hommes hétérosexuels, c'est eux qui excluent, les femmes, âgées. Mais d'accord. les hommes hétérosexuels, ne vivent pas d'agisme, bien au contraire. Dans le sens où, Ah, c'est comme je disais intéressant ça. mais Ben oui, voilà. non, c'est ceux qui sont les plus privilégiés honnêtement parce qu'eux vont chercher, vont trouver des partenaires plus jeunes, qui sont donc prêtes à être avec des hommes plus âgés qu'elles et donc ils ne vivent pas d'agisme et puis c'est plutôt eux qui vont chercher justement, qui ne vont pas vouloir de partenaires de leur âge, en général. Enfin moi dans ce que j'ai pu lire dans et puis de ce que j'ai pu entendre aussi dans mes propres recherches. Donc ils sont pas confrontés à ce phénomène, ils vivent pas ce problème-là, les hommes, âgés D'accord. hétérosexuels, de leur côté, ça va Donc c'est bien. plutôt les femmes finalement? C'est les femmes, oui, tout à fait. Je dirais que le défi des hommes hétérosexuels, c'est un agisme intériorisé. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter eux-mêmes, leur vieillissement et l'impact de leur vieillissement sur leur masculinité et leur capacité érectile, puisqu'ils ont tendance à quasiment considérer que c'est synonyme, capacité érectile, égale masculinité. Ce qui, de façon intéressante, n'était pas le cas chez mes participants gays, qui n pour qui il y avait pas, c'était pas du tout synonyme. Leur masculinité, elle s'exprimait ailleurs, d'une autre façon. Elle était pas du tout liée, aux capacités érectiles ou en tout cas, pas seulement. C'était vraiment pour les hommes hétéros que, ça portait atteinte à leur masculinité et que c'était difficile, à vivre finalement, ces troubles érectiles liés au vieillissement, en tout cas. Du coup, finalement, c'est les femmes qui souffrent d'agisme, les femmes hétérosexuelles? Mais il semblerait que oui. C'est sûr que c'est quelque chose qui revient dans tous les discours. Là, dans la recherche que je mène actuellement, c'est un problème quand même important là, de trouver des partenaires, la difficulté pour celles qui ne sont pas en couple, elles sont nombreuses à se plaindre, de la difficulté, à trouver des nouveaux partenaires. Mais même chez les femmes aînées lesbiennes, c'est difficile de trouver de nouvelles partenaires. Ça, moi, mon impression, c'est vraiment de façon globale, il y a vraiment, une combinaison, un croisement de l'agisme, et du sexisme qui fait que les femmes âgées, en général, sont sont exclues finalement de des rapports de séduction. Elles sont vraiment mises de côté, mises à l'écart. Puis, heu, pour diverses raisons, la question de l'apparence joue, mais pas seulement. Je pense, en tout cas, c'est Oui, il y avait compliqué. les critères de santé, vous disiez, qui étaient assez importants quand même.
Les critères de santé, après, moi je suis au début là, ça c'était dans l'ancienne la 1re recherche que j'avais fait, c'est auprès des femmes et lesbiennes et hétéros. Celle que je fais en ce moment, hem, il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute la question de l'invisibilité, hem, de du fait en fait que les femmes aînées lesbiennes n'ont pas de lieu pour socialiser. Elles n'ont c'est-à-dire que je pense qu'il y a des nouveaux modes de rencontre, beaucoup en ligne, internet, applications, tout ça, et les femmes aînées lesbiennes sont moins à l'aise avec ce type Parce que les de bars sont plutôt centrés gays du coup, ils sont pas gays et lesbiens? bah, c'est que les bars sont d'abord, il y en a moins. Ah oui, alors d'abord D'accord. oui, ça c'est plus séparé. D'un côté pour les hommes gays et puis de l'autre côté plutôt pour les femmes lesbiennes. Puis du coup pour les femmes lesbiennes, ben, il y en a pas énormément et quand il y en a, bah, c'est pour les plus jeunes. Donc il y a vraiment très peu de lieux qui sont, dédiés aux femmes lesbiennes vieillissantes et aînées. Alors elles se retrouvent un peu, à pas pouvoir faire de nouvelles rencontres. Puis comme c'est un bassin finalement de partenaires potentiels assez restreint d'emblée, donc ça va être dans leur réseau, dans leur cercle amical, mais là aussi, au fond, c'est toujours les mêmes personnes. Donc difficile de trouver des nouvelles partenaires, c'est un vrai défi. C'est vraiment quelque chose qui a développé, en fait. Vous parliez tout à l'heure, de que les personnes hétéros, l'abandon du coït pouvait être, assez difficile pour eux. Ça pouvait être, une Oui, acceptation difficile. Comment on pourrait les aider? c'est une question vraiment complexe et vaste. Donc là, c'est par quel bout le prendre? Hem, je pense que c'est lié à, ce que moi j'appellerais dans mon jargon des scripts, sexuels culturels. Donc c'est vraiment, des normes sociales, hem, en lien avec ce qui est, valorisé comme pratique sexuelle. Pour Je pense que pour cette génération plus âgée, en tout cas, j'avoue que je sais pas ce qu'il en est des plus jeunes, mais pour les plus âgés, il y a vraiment cette idéalisation, du coït parce que c'était aussi considéré comme, peut-être le façon la façon au fond de de faire des enfants. Donc, Puis vous l'avez dit, en plus, c'est leur masculinité, hein, beaucoup plus peut-être que les personnes gays. Oui, pour les hommes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet enjeu-là de la masculinité. Donc c'est au fond, c'est les déprogrammer pour leur dire que la sexualité, ça peut être autre chose que le coït. C'est peut-être les amener à explorer plus la sensualité, je veux dire, quand on réfléchit, par exemple, juste au vocabulaire, la notion de préliminaire, juste ce terme en soi crée une hiérarchie entre ce qui est considéré comme une vraie pratique sexuelle et ce qui est juste une préparation à la vraie pratique sexuelle, au vrai acte sexuel. Juste là, il y a quelque chose à déconstruire. Je veux dire, pourquoi il y a une hiérarchisation entre certaines pratiques? Il y en a qui seraient mieux que d'autres, qui seraient plus importantes, plus centrales que d'autres. Euh, c'est vraiment tout un réapprentissage à faire, je pense. Et puis montrer aussi c'est ça, valoriser l'érotisme, la sensualité, la tendresse et montrer que la connexion, c'est quelque chose de central, puis peut-être apprivoiser d'autres parties du corps, aussi. Mais donc il y a une déconstruction aussi effectivement de la question de la masculinité, de cette association à la virilité, à l'érection, à la performance sexuelle. Puis moi, ce que je remarquais aussi, c'est que au fond, il y avait des hommes qui me racontaient comment pour eux c'était difficile d'accepter qu'ils avaient plus les mêmes capacités érectiles, puis qu'ils étaient préoccupés que leur partenaire, leur femme, n'apprécie plus cette relation, puis au fond les femmes leur disaient toujours: «Mais moi ça me convient très bien comme ça». Donc des fois aussi c'est l'idée qu'ils s'en font eux-mêmes, mais au fond, peut-être que leur partenaire, femme serait ravie d'explorer autre chose que le coït. Donc je pense que c'est un petit peu d'éducation au fond à la sexualité, à d'autres pratiques. Et Je pense pourtant, que dans votre recherche, vous dites bien qu'ils y vont, en fait, d'eux-mêmes vers, plus de tendresse, plus de connexion à l'autre, plus de moments de sensualité, d'érotisme, ils mais y que vont, ça mais il y vient en a pas qui vont à combler cette contre-cœur. absence. Mais c'est qu'il y en a qui y vont à contre-cœur. Ils y vont, ils se résignent, mais ils y vont pas, c'est-à-dire qu'il y en a qui en fait, ceux qui avaient déjà des pratiques diversifiées
avant le vieillissement, avant les troubles érectiles, c'est beaucoup plus facile parce que pour eux, ça ils ont toujours eu un répertoire très large de pratiques. Donc ils continuent finalement à être dans ces pratiques diverses et puis, par contre, ceux pour qui c'était vraiment centré sur le quid, c'est pour eux qu'il y a vraiment un deuil et et c'est ça et que c'est difficile à accepter. Donc il y en a qui vont s'y résoudre, mais ils ont l'impression qu'ils ont pas une vraie sexualité. Hem, donc la tendresse, ben, oui, tout le monde se dirige vers plus de tendresse, de sensualité, mais le sens qui est donné à ce plus de tendresse et sensualité peut être très différent d'un homme à l'autre, en fonction de son passé, de son parcours et des pratiques qu'il avait avant le vieillissement, avant les troubles érectiles. Donc finalement, pour les personnes aînées, l'objectif, c'est de les accompagner vers ça, avec, enfin plus de peut-être, plus de douceur. Surtout qu'il disait quand même que, il y avait un sens un peu plus aiguisé peut-être sur le toucher que quand ils étaient jeunes. Ils y étaient plus sensibles. Bah, il y avait après, on peut pas généraliser, mais il y a eu, 1 ou 2 participants qui ont nommé ça. D'accord. Donc peut-être effectivement qu'il y a des nouvelles zones érogènes à découvrir. Hem, peut-être que c'est juste qu'elles n'ont pas été explorées Puis aussi, la que peau s'affine, alors peut-être aussi plus de sensibilité, avec, c'est possible. possible. J'avoue que là, ce serait quelque chose à explorer. C'est vraiment intéressant, c'est une bonne question à se poser. Et donc peut-être que notre objectif en tant que sexologue, alors, c'est plutôt d'accompagner la jeune génération. De toute façon, il y a un mouvement qui va de plus en plus vers ça, pour changer les scripts vers plus de liberté, vers moins de coït, pour que justement, les futurs, aînés soient, peut-être plus dans une acceptation, quelque chose comme ça, à ce moment-là? Mais oui, tout à fait. Je pense moi, c'est ce qui ressortait de ma recherche, c'est à quel point ceux qui avaient eu dans leur jeunesse, des pratiques plus variées et qui étaient pas nécessairement centrées sur le coït, étaient beaucoup plus épanouis dans leur sexualité en vieillissant. Donc tout à fait, je pense que plus on développe ça chez les plus jeunes, plus il y a des chances que ça amène une sexualité beaucoup plus heureuse et en étant plus âgé. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a de plus en plus de communication dans ce sens, hein. C'est vrai que maintenant, on parle vraiment de ce que vous disiez tout à l'heure, les préliminaires, d'accord, c'est avant quoi, en fait? Parce que, en fait, pourquoi il y aurait forcément un après à ça? Pourquoi il faudrait forcément la pénétration? Pourquoi donc il y a de plus en plus ce questionnement-là quand même. Mais effectivement, ça peut être, de notre rôle aussi d'appuyer beaucoup plus, quand on voit les hommes, jeunes, disons les quarantenaires qui arrivent avec leurs premiers troubles érectiles et qui paniquent, de les rassurer et de leur dire: «Oui, mais la sexualité, ce n'est pas que ça». Exactement. Exactement. Je veux dire, c'est vraiment un changement sociétal, en fait, donc c'est oui, moi, Mais j'encourage là, les vous avez sexologues. marqué une grosse distinction justement entre les pratiques hétéros et les pratiques homo, où pour eux, bah, ils comprennent assez vite que ce n'est pas que la pénétration. Oui, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise, dans cette recherche. On a tous des stéréotypes, j'en ai comme tout le monde, hein, des préjugés. Puis, j'étais vraiment surprise de voir à quel point leur sexualité était bien plus ouverte que la pénétration. Il y en avait même qui n'avaient jamais eu de pratique autour de la pénétration. Oui, Puis, j'ai lu ça. ouais, c'était intéressant là. C'était surprenant effectivement de Non, puis savoir ça que montre on est sur du sexe oral, sur, des masturbations l'un l'autre, sur, bah, du frottement, enfin voilà d'autres pratiques, faut ouais, pas tout oublier à fait. qu'on peut jouer. Après, il y a aussi les jouets sexuels. Moi, je me suis rendu compte que les jouets sexuels, c'est très, très présent chez, la population aînée, ici au Québec. Je sais pas ce qu'il y en a en France, mais c'est quelque chose qui est utilisé, par les hommes, par les femmes. On n'a pas trop parlé des femmes, pour si je me permets de dévier un peu, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise à quel point la masturbation est une pratique extrêmement courante chez les femmes aînées, en tout cas celles auprès Ah mais desquelles c'était pas dans le bouquin, c'est pour ça qu'on en parle pas. oui, on Parlez-moi! n'en parle pas parce que ça, c'est des nouveaux tout Parlez-moi! nouveaux résultats. Oui, 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 non, c'est assez, frappant. Alors la masturbation en général et puis il y en a beaucoup qui utilisent les jouets sexuels en fait, qui vont, les trouver sur internet, parfois dans des sex shops, parfois même à la pharmacie. Parce qu'ici les pharmacies, c'est pas la même chose qu'en France. Pharmacie, on trouve D'accord. vraiment de tout.
dans des produits, toutes sortes de choses. On trouve même la nourriture. Dans les pharmacies, c'est un autre concept ici qu'en France. C'est un peu comme un mélange d'un supermarché et d'une pharmacie qui est au fond, du Mais par contre, supermarché. ils gardent tout ce qui est bon pour la santé uniquement, j'imagine? Bah, il y a des chips et des Ah non, biscuits, bon. voilà, donc même pas. Non, non, ça a rien à voir. Je sais pas pourquoi ça s'appelle une pharmacie, mais toujours est-il que, bah, par exemple, dans le photovoix, donc comme je disais, on sait prendre des photos, aux participantes. Puis, il y a une participante qui a pris, des photos de jouets sexuels qu'elle avait trouvés, qu'elle les a prises dans sa pharmacie. Voilà, puis il y avait tout un rayon, puis elle trouvait, il y a eu toute une discussion au fait que maintenant c'était quelque chose qui était plus accessible aussi. Donc ça joue aussi, hein, l'accessibilité parce que c'est sûr que si les personnes aînées sont mal à l'aise d'aller au sex shop, qu'elles trouvent ça un peu, honteux tout ça, ben, soit internet, soit dans un lieu comme ça, où tout le monde va. C'est un petit peu comme à l'époque où les personnes commençaient à acheter des préservatifs, on n'était pas à l'aise, bon, ben, c'est un petit peu la même chose pour les jouets sexuels. Puis, moi, j'ai été fascinée de voir d'ailleurs comment même la participation à ce groupe, qui est un groupe de recherche, enfin, je dirais de groupe de discussion en lien avec une recherche, mais ça pourrait être quelque chose de thérapeutique aussi, a permis à certaines femmes de se libérer un peu de leur, De gêne ou s'autoriser, en fait. ouais et de s'autoriser et il y en a qui ont commencé, qui ont acheté leur premier jouet sexuel et voire même qui se sont autorisés à redémarrer une pratique de masturbation suite à cette recherche et en avoir Grâce au discuté groupe, en avec fait, grâce au c'est phénomène de ça, parler en groupe ensemble, en fait, c'est ça? tout à Ah fait. oui, C'est eh ben. intéressant, hein, moi ça m'a surprise, Et ce mais je trouve ça projet-là, du coup, Photo-Voix, il était en lien avec, la thématique, sexualité, conjugalité, enfin amour, où vous aviez ces thèmes-là? tout à alors en fait, ce qui était, original de cette recherche, c'est que, le thème général, c'était la sexualité et on a demandé dans chaque groupe, la première rencontre en fait dans chacun des 2 groupes, comme j'avais dit, il y avait un groupe hétéro, un groupe, de femmes de la diversité sexuelle. On leur a demandé ensemble de choisir les thèmes sur lesquels elles voulaient prendre les photos. Donc on a eu, effectivement des thèmes on a été beaucoup autour de la sexualité, pas beaucoup en plein cœur de la sexualité, mais beaucoup autour. Donc effectivement, la question des relations, heu, conjugales, célibat, conjugalité, recherche de partenaire, c'était présent. Les questions de rapport au corps vieillissant, c'était présent. Aussi la question de plaisir solitaire, plaisir à 2, désir. En tout cas, c'est ça. Donc il y a eu des, différentes thématiques qui ont été puis aussi, bon, bah, ça, c'est spécifique au Québec, mais dans les 2 groupes, le poids un peu de l'éducation, de l'histoire, si on peut dire, la religion, pour parce qu'ici, c'est quelque chose qui est spécifique, mais voilà. Donc elles ont parlé, et puis après, bon, le groupe pour les Et concernant le les poids femmes. de la religion, justement, dans leur construction sexuelle et dans leur épanouissement? C'est ça, particulièrement ou sur, Bah, c'est-à-dire qu'elles d'autres ont aspects parlé de leur vie? non, 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 dans le sens, elles ont un petit peu raconté leur jeunesse, c'est-à-dire l'éducation sexuelle, non pas qu'elles ont reçue, mais au fond qu'elles n'ont pas vraiment reçue. En revanche, elles ont reçu une éducation religieuse assez, marquée, très culpabilisante par rapport à la sexualité où, au fond, c'était péché, c'était très mal finalement et elles ont pu l'intérioriser. Elles s'en sont libérées pour la plupart, mais je veux dire, il y a eu quand même quelques discours de femmes aînées, de participantes qui racontaient comment même encore aujourd'hui, elles sentaient que ça pesait, qu'elles avaient peur que elles étaient toutes seules dans leur chambre, puis enfin, il y en a une en particulier, puis elle avait peur que, peut-être les morts, les personnes décédées, de son entourage la jugent et ça pouvait les limiter dans la pratique de la masturbation, par exemple, où il y avait une culpabilité par rapport à ça. Je commence à m'intéresser aux personnes aînées qui sont en contexte institutionnel ou c'est-à-dire qu'en gros, qui sont en perte d'autonomie dans différents contextes. Donc, hem là, j'ai une recherche, que je suis en train de terminer sur la sexualité des personnes aînées en contexte de soins palliatifs. Donc là, c'est quelque chose dont on parle peu. Donc c'est soins palliatifs au sens large, c'est-à-dire que c'est, les personnes qui sont vraiment à la fin de vie, mais ça peut être aussi des personnes qui, par exemple, sont atteintes d'une maladie, un cancer incurable, et qui ont un pronostic de fin de vie, mais ça peut être pour dans plusieurs années, mais où au fond, il y a quand même
elles sont en très mauvaise santé, puis c'est incurable. Donc on est c'est cette population-là. Hem, puis bon, ça a été extrêmement difficile, hein, de recruter des participantes pour cette recherche, justement à J'imagine. cause du tabou, qui entoure la sexualité en lien avec la fin de vie. On associe la sexualité à la vie, alors c'est sûr que l'associer à la mort, c'est quelque chose qui est pas vraiment envisageable dans nos sociétés. On appelait ça la petite mort quand même, l'orgasme, hein, il y a encore Oui, quelques c'est années. vrai, Donc bon, c'est vrai. Non, non, tout à fait, mais quand on parle de la vraie mort, c'est oui. plus tabou. Oui, c'est plus une Et pulsion de vie effectivement pour les gens. c'est ça. Donc ce qui ressortait, c'est qu'effectivement, pour plusieurs de ces personnes, hem, ça a amené une difficulté à poursuivre une vie sexuelle, en particulier une sexualité à 2, mais aussi seule, en lien notamment avec la maladie ou la fin de vie, la avec la priorisation peut-être, enfin, en ayant d'autres priorités, comme pour les personnes qui sont vraiment à la toute fin, comme, je sais pas moi, régler, des Profiter de questions ses proches, comptables, oui. proches ou alors tout simplement ne plus avoir aucune énergie pour ça. Mais ce qui ressortait aussi, c'est que dans certains cas, en fait, pour la plupart, malgré tout, malgré ces limitations, hem, c'est quelque chose qui pouvait rester important, la sexualité et l'intimité au sens large. Donc Est-ce on qu'on peut pouvait avoir, la ça. sexualité ou l'intimité comme, comment? Comme bouclier face à la douleur, par exemple, ou à la souffrance? Est-ce que ça peut être, représentatif ça? Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut se produire. C'est pas quelque chose qui est ressorti de mes résultats, mais j'ai déjà lu ça dans certains articles, d'autres études. Mais pour moi, ce qu'il y avait d'original dans ma recherche, c'est je dirais que les 3 points au niveau de, les 3 profils, si on peut dire. Il y avait des personnes pour qui ça se transformait vraiment. Puis là, toute la question de l'intimité, justement, de la connexion à l'autre, du partage, juste partager un repas, partager un petit moment, ça devenait extrêmement précieux et ça avait autant de valeur que la sexualité. Ça, c'était, pour certaines participantes. Mais il y avait aussi des participants et peut-être d'ailleurs plus des hommes, mais pas seulement, hem, pour qui la sexualité était encore importante, la sexualité vraiment, génitale, où il y avait un désir de maintenir et dans certains cas, ces personnes pouvaient maintenir une sexualité physique avec leur partenaire. Puis après, il y avait ceux qui souhaitaient le faire, mais pour qui ce n'était pas possible. Hem Et là, en fait, ce qui est ressorti, puis peut-être plus pour les femmes et j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'était, les personnes qui continuaient à vivre leur sexualité, mais j'ai envie de dire par la pensée. Mmh. Que ce soit dans les fantasmes, dans les rêves érotiques, des vrais rêves, là, la nuit, ou juste imaginer, ou juste ressentir du désir pour quelqu'un. Donc il y avait toute cette, ces expressions de la sexualité, cette manifestation de la sexualité. Donc la sexualité, c'est pas fini, c'est comme si on se rend compte que c'est jusqu'à la toute fin, mais ça peut passer par les souvenirs aussi. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est peu exploré, puis que ce serait peut-être quelque chose aussi à «exploiter» entre guillemets pour les cliniciens, par les cliniciens, de pas se limiter à juste une sexualité physique, mais aussi valoriser tout ce qui est plus dans au niveau pensée finalement. Ça peut rester encore quelque chose de très important. Donc je pense que ça, c'est une voie, Comme peut-être un des plaisirs de la vie qu'on veut garder et faire perdurer jusqu'au bout, en fait, oui, puis, parce qu'il y a alors, tout à l'heure on parlait des préjugés, c'est encore plus marqué, hein, pour les personnes en fin de vie parce que, ma recherche aussi, j'ai interviewé des professionnels, qui travaillent en soins palliatifs puis, heu, on voyait de façon claire à quel point ces professionnels avaient tendance à ne pas pouvoir imaginer que les personnes, aînées, en particulier encore plus que les plus jeunes, pourraient encore avoir le moindre intérêt pour la sexualité en étant avec tous ces problèmes de santé. Mais c'est pas forcément le cas. Puis il y en a qui exprimaient, par exemple, ils auraient pu apprécier d'avoir du soutien, peut-être même de la part de sexologues. Il y en a qui étaient peut-être pas à l'aise avec ça, à nouveau, c'est peut-être des questions générationnelles de tabous associés à la sexualité, mais il y en a qui disaient: «Bah, ça fait partie de la santé globale». Les soins palliatifs, on parle d'une approche holistique
et malheureusement l'approche holistique, les soins holistiques se limitent à ce qui souvent à ce qui est psychologique, spirituel, social. Puis la sexualité est complètement oubliée. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge un peu dans certaines recherches où on voit que ce serait important d'inclure la sexualité dans l'approche ou l'intimité, sexualité dans l'approche holistique des soins palliatifs. Donc c'est une dimension Ça reste qui encore très tabou, hein, de toute façon, la sexualité, hein, Heu, encore. mais c'est ça, c'est quelque chose à avoir en tête finalement, que ça peut rester une dimension très importante de la fin de vie, puis que voilà, on peut accompagner les personnes à ce niveau-là aussi, dans leur fin de vie ou dans leurs derniers mois ou années de vie. D'accord, merci. Et du coup, pour conclure l'épisode, quels sont les conseils que vous voudriez donner à tous ceux qui sont justement, cliniciens de la santé sexuelle pour l'accompagnement des personnes aînées ou en cours de vieillissement? Quels sont les conseils que vous voulez nous donner, Anne? Le 1er conseil, ce serait de ne pas avoir de préjugés, pas avoir de préjugés aussi bien basés sur l'apparence d'une personne, pas il y a beaucoup de préjugés à ne pas avoir. Dans le sens, ça peut être en termes des fois il y a une hétéronormativité, donc il peut y avoir une présomption d'hétérosexualité. Ça, c'est un des préjugés, qui peut être facile à avoir envers les personnes aînées. Pas avoir de préjugés sur l'ouverture que pourraient avoir les personnes aînées à parler de sexualité. Souvent, si on leur ouvre la porte, elles peuvent être vraiment intéressées à discuter de ce sujet-là, mais aussi respecter, à l'inverse, celles qui peuvent être moins à l'aise à discuter de ce sujet, en raison de l'éducation peut-être qu'elles ont reçue quand elles étaient plus jeunes. Aussi, je dirais, c'est important de se rendre compte qu'il y a une grande diversité dans le vécu sexuel des personnes aînées. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui, hem, elles vont souhaiter préserver une sexualité qui, au fond, correspond un peu aux normes de jeunesse. Puis je pense qu'on n'a pas, nous, à juger, ce souhait de rester dans des pratiques, qui Mmh. ressemblent plus à celles des plus jeunes et que, pourquoi pas? Si c'est leur souhait, l'important c'est de les soutenir dans ce qui leur fait du bien, dans leurs désirs. Par contre, il y en a peut-être qui vont, aller plus, se centrer sur, on parlait de connexion, de tendresse, donc c'est les accompagner là où elles sont et là où elles ont envie d'aller, sans présumer d'emblée de ce que ça pourrait être une sexualité à un âge avancé. Donc vraiment aller explorer avec la personne, qu'est-ce qui est possible. Tenir compte évidemment peut-être de ses limitations physiques, mais c'est pas pour ça que l'érotisme n'est pas possible, c'est pas pour ça que la créativité n'est pas possible. Il y a beaucoup de possibilités, donc je pense que c'est à nouveau sensibiliser peut-être justement la population aînée au fait que, il y a toutes sortes de façons de vivre sa sexualité et d'être épanoui sexuellement, puis que, il y a pas une seule façon finalement de vivre sa sexualité en étant plus âgé. Puis c'est aussi être, conscient que malgré tout, évidemment quand on est clinicien, on l'est, mais qu'il y a le poids du passé aussi. Donc il y a des personnes qui vont être capables de s'en dégager, mais il y en a peut-être pour qui, ça perdure, là, au fil, du parcours de vie. Puis, c'est important de respecter aussi parfois les moi, par exemple, dans la recherche que j'ai faite, j'ai été surprise aussi de voir, le nombre de personnes et de femmes aînées qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur jeunesse. Il y en a vraiment plusieurs qui, au fond, ont dévoilé cette expérience-là au cours des groupes de discussion. Elles n'en avaient jamais parlé auparavant. Donc je pense qu'il y a aussi ça aussi, c'est un sujet qui est très, très tabou pour la population âgée. Tous on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais la question des violences sexuelles, c'est quelque chose qui concerne aussi la population, aînée, que ce soit en raison de leur passé, mais ça peut être aussi même en étant plus âgé, je veux dire actuellement. Donc ça aussi, c'est une dimension qu'on aborde peu, mais je pense qu'il faut être, il faut être conscient que ce sont des enjeux qui peuvent aussi, toucher, les personnes âgées. Donc c'est un sujet délicat, mais c'est important de l'avoir en tête, aussi. Puis après toute la question des ITSS, il y a souvent un manque d'information, hein, hem, les personnes âgées sont jamais visées par les enfin, ou rarement visées par les campagnes de sensibilisation par rapport aux risques d'ITSS, aux protections, tout ça. Donc c'est important aussi de qu'elles Oui, sachent parce qu'elles que comme vous le disiez, il y a plus la procréation, donc en fait déjà, la part, contraception est plus prise en compte, mais effectivement, il y a toujours la part protection à leur ramener à l'esprit peut-être. Mmh.
Fait parce elles ont souvent l'impression de ne pas être concernées, en particulier, les personnes hétérosexuelles. Donc elles ont l'impression que ça ne concerne justement que, les hommes gays, par exemple, mais c'est faux. Au sein de la population âgée, il y a il y a une proportion très importante de personnes hétérosexuelles qui sont concernées par le VIH, par exemple, qui font partie dans le sens où parmi les personnes nouvellement infectées par le VIH, au sein de la population âgée, il y a une proportion importante de ces personnes qui sont hétérosexuelles parce que justement elles ne se sentent pas concernées et elles n'ont peut-être pas été assez sensibilisées, donc la prévention, c'est important aussi, auprès des plus Puis âgés. bon, on a le souci, aussi enfin, des troubles érectiles, donc mettre une capote sur des troubles érectiles, enfin, c'est jamais on se C'est plus retrouve compliqué. effectivement avec un accompagnement peut-être un peu plus, pointu, un peu plus fin avec, les personnes âgées, effectivement. Tout à Bah, fait, écoutez, exactement. merci Isabelle pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quand est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce qu'on vous retrouve bientôt, dans un nouveau livre? Est-ce que je sais pas, quels sont vos projets? Hem, alors, ben, il va y avoir l'exposition, en lien avec le projet Photovoix là Donc qui est pré Photovoix, ce sera sous forme d'exposition, ce sera pas en fait, publié? non, mais si jamais il y en a qui sont curieux, donc c'est les photos, des participantes et puis il y a toujours une citation qui accompagne. Donc si ça vous intéresse, ça devrait être mis en ligne, d'ici le début de l'automne, je pense. Donc Vous sur pourrez l'UQAM? toujours Sur le site de hem, l'UQAM ou ce sera ailleurs? probablement sur le site du CREGES, le Centre de recherche et D'accord. d'expertise en gérontologie sociale. Donc il va y avoir, a priori une page web dédiée, à ce projet de recherche, sur le Photovoix et donc il y aura un lien, vers l'exposition. Donc on le Hem, mettra au bas de notre podcast alors. voilà, Vous dites c'est parfait. pour Puis l'automne, c'est ça? ça devrait être, pour l'automne. Puis, c'est sûr qu'il y aura Mmh. d'autres publications, à venir, sous forme d'articles, mais là, il y a rien de tout de suite là, de disponible. Voilà, D'accord. Bon, bah, du coup, on vous retrouve, à l'université du Québec si, on passe par là. exactement, tout à fait. Ou au Japon parce que je m'en vais passer 1 an au Japon, Waouh! je m'en vais après-demain, c'est pour ça que je le mentionne. Voilà, donc Et dans une démarche de recherche aussi ou qu'est-ce que oui, vous allez faire là-bas? aussi. Bah, on va essayer justement de collaborer avec une, sociologue japonaise qui s'intéresse, qui peut démarrer un projet sur la un peu le parcours, les parcours sexuels, des baby boomers au Japon. Donc on va essayer de faire un projet ensemble. Alors, Et d'aller heu, affronter des d'autres tabous parce que je crois que là-bas, tout à fait. dans les populations en tout cas asiatiques, il y a beaucoup plus de pudeur et de discrétion. Mais il y a beaucoup plus de pudeur, au Japon pour ce qui est de la population âgée. Par contre, il y a vraiment, c'est tout un univers sur la sexualité, tout ce qui est robotique et Oui, sexualité. Il y a beaucoup de choses, très, très novatrices, au Japon, d'accord. pour les personnes plus jeunes. Donc, oui, c'est tabou et en même temps, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de formes de, hem, bah, en tout cas, je pense que c'est tout un champ, très, très intéressant à explorer, Bon, concernant la bah, on vous retrouve d'ici 1 an ou 2 alors pour parler voilà, on de pourra la voir que culture japonaise et de leur sexualité. Avec peut-être. plaisir. Donc Bah, on prend merci. rendez-vous, vous me recontactez quand vous revenez en Bah, Europe, enfin si si en j'ai Occident. voilà, parce que je fais beaucoup, si jamais, ça a été fructueux, ça va être aussi beaucoup pour terminer mes projets, canadiens, mais peut-être. On peut se donner un rendez-vous. On verra. Ça marche, avec grand plaisir en tout cas. Et Merci Isabelle pour tout merci pour ça. l'invitation. Au revoir et à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.